En une seule journée, tout ce qu'il avait construit s'est effondré. Papa Jean a volé les 1,8 million de la tontine de sa femme à Douala. Le lendemain, les 12 femmes sont arrivées et la malédiction a frappé. Douleur, voiture disparue, magasin brûlé, femme partie. Un mois après, il n'était plus qu'une ombre qui murmurait « J'ai juste touché » et tout s'est effondré. À Nkolbison, quartier populaire de Yaoundé, la tontine n'était pas seulement une épargne. C'était un pacte vivant, un serment invisible entre femmes qui portèrent le monde sur leurs épaules. 15 sœurs d'âme, toutes mères, toutes battantes, se réunissaient le dernier samedi de chaque mois sous le grand manguier du terrain vague, derrière l'église évangélique. 15 femmes venues de tous horizons, des vendeuses d'huile de palme au marché Mokolo, des couturières du quartier Briqueterie, une infirmière de l'hôpital central, une coiffeuse braqueuse de tresses, une enseignante du primaire public, une revendeuse de beignets frits, une cultivatrice de macabo venue de la périphérie. 15 destins entrelacés par un même cri. Survivre, éduquer les enfants, tenir la maison debout quand les hommes vacillaient. Chaque mois, elle posait 40 000 francs CFA sur la natte en raffia. 15 fois 40 000, 600 000 francs CFA. Une somme ronde, lourde de promesses. L'argent ne dormait jamais longtemps. À tour de rôle, une des femmes recevait la totalité pour réaliser un projet urgent. Delphine avait pris les 600 000 pour payer l'opération de la hanche de sa mère. Marie-Claire avait acheté une machine à coudre brodeur neuve pour doubler ses commandes. Evelyne avait réglé 3 trimestres de scolarité pour ses jumelles au lycée bilingue. Joséphine avait remboursé l'emprunt du champ de manioc que son frère lui avait prêté. Et ainsi de suite. Après 15 mois, chaque participante avait touché sa part une fois et le cycle recommençait. Comme la lune qui revient fidèlement éclairer la nuit. La trésorière était Christine, surnommée Maman Chris. À 38 ans, elle était veuve depuis 7 ans, mère de 3 garçons. Droite comme un iroko organisée comme un agenda d'institutrice, elle gardait l'argent dans une vieille valise samsonite, fermée par 2 cadenas cachés sous une pile de bassines en plastique, dans la petite chambre que celle louait à 25 000 francs par mois. Chaque cotisation était notée dans un cahier à spirale bleu marine avec la date, le nom, le montant et sa signature appliquée. Personne ne contestait jamais ses comptes. Christine était la gardienne du feu sacré. Trahir sa confiance, c'était trahir le cercle entier. Son mari, Pauline, avait été chauffeur de taxi-moto pendant 12 ans. Il connaissait toutes les artères de Yaoundé, du rond-point d'Eido à Mvan. Mais en 2024, l'essence avait triplé. Les clients s'étaient raréfiés avec l'arrivée des applications de VTC et son engin avait fini chez le ferrailleur après un grave accident. Depuis 18 mois, Paulin était sans travail fixe. Il passait ses journées à traîner au carrefour Mvan, espérant une course occasionnelle ou un petit boulot de gardien de nuit. L'argent manquait cruellement. Les garçons rentrèrent de l'école le ventre vide certains soirs. Le propriétaire réclamait 3 mois de loyer, en retard. Les coupures d'électricité devenaient normales. Christine faisait ce qu'elle pouvait avec son petit commerce de beignets et de thé au coin de la rue. 3 000 à 5 000 francs par jour quand le temps était clément. Mais cela ne suffisait plus. Paulin voyait la valise samsonite chaque soir quand Christine rentrait de la réunion. Il la regardait poser les liasses bien rangées, compter les billets avec soin, refermer les cadenas. 600 000 francs. Parfois plus quand le cycle approchait de la fin et que plusieurs tours s'accumulaient. Pour lui, C était une montagne D, argent dormant, sous le même toit que sa honte D. Homme incapable de nourrir sa famille. Au début, il détournait les yeux. « C'est l'argent des femmes, pas le mien », se répétait-il. Mais la faim est une mauvaise conseillère, la honte aussi. Et la colère contre lui-même encore pire. Un soir de décembre, après une journée où il n'avait gagné que 1 500 francs pour 3 courses, il laisse assis sur le petit tabouret en bois devant la case et fixa Christine qui rangeait la valise. « Chris, et si on prenait juste 200 000, juste pour passer Noël sans que les enfants pleurent? Je trouverai du travail en janvier. Je rembourserai avant la prochaine réunion. » Christine s'arrêta net, la main sur le cadenas. Ses yeux devinrent durs comme du basalte. « Paulin, tu es sérieux? Cet argent n'est pas à moi. Il appartient à 15 familles, 15 mères qui se lèvent à 4 heures du matin pour vendre, coudre, soigner, enseigner. Si je touche à un seul billet,
Je trahis chacune d'elles. Je deviens comme celle qu'on montre du doigt au marché. Jamais. Paulin baissa la tête. Il n'insista pas cette nuit-là. Mais la graine était plantée. Elle germait dans le silence de ces nuits sans sommeil, nourrie par les pleurs des enfants affamés, par les regards méprisants des voisins, par le poids insupportable d'être l'homme qui ne fait rien. Il ne le savait pas encore, mais il venait de poser le premier pied sur un chemin dont personne ne revient indemne. Car dans les tontines africaines, certaines dettes ne se remboursent pas avec de l'argent. Elles se paient avec des larmes, du sang, et parfois, avec une malédiction que 15 voix de femmes unies rendent éternelle. Les semaines qui suivirent cette discussion furent un enfer silencieux pour Paulin. Christine continuait son rituel. Elle rentrait tard du commerce, comptait les cotisations du jour, ajoutait les liasses à celles déjà accumulées. Le cycle approchait de son terme. Dans 2 mois, ce serait au tour de Christine de recevoir les 600 000 francs, non plus. Avec les reports des mois précédents, où certaines n'avaient pas encore touché, la valise contenait maintenant près de 3,8 millions de francs CFA. Une fortune pour un quartier où le salaire minimum tournait autour de 50 000 francs par mois. Paulin ne dormait presque plus. La nuit, il fixait le plafond en tôle ondulée, écoutant la respiration régulière de Christine et les ronflements légers des garçons dans la pièce voisine. Réveillait en sueur, le cœur battant. Juste un peu, se disait-il, juste assez pour relancer une activité. Elle prépara le thé, réveilla les garçons, prépara les beignets pour le commerce. Voilà, Paulin S. installa dans un petit hôtel bon marché du quartier Aqua. 15 000 francs CFA la nuit, chambre étroite avec ventilateur qui grinçait comme un vieux moteur. Il posa le sac sur le lit, compta les liasses une dernière fois, 3 800 000 francs exactement. Il sourit pour la première fois depuis des mois. C'est le début, se dit-il. Avec ça, je vais rebondir. Il acheta un téléphone d'occasion pour 25 000 francs, envoya un message vague à un cousin éloigné. « Je suis à Douala pour affaires. Je t'expliquerai bientôt. » Puis il coupa son ancien numéro. Personne ne devait le retrouver trop vite. Les premiers jours furent doux. Il mangeait bien. Poulet DG, plantain frit, bière, castelle fraîche. Il dormait tard, se promenait sur le boulevard de la Liberté, imaginait déjà son futur. Il décida d'investir intelligemment. Une moto neuve pour faire du taxi-moto, comme avant, mais cette fois avec un engin fiable. Il trouva une Honda CG 125 presque neuve chez un revendeur à Bonaberry, 850 000 francs. Il paya cash, sans marchander. Le vendeur lui tapa dans la main. « Tu vas cartonner, frère !» Le premier jour de travail fut prometteur. Il fit 25 000 francs de courses, Deido, Aqua, Bonanjo, Bali. Il rentra épuisé mais heureux. « Christine verra, pensa-t-il. Dans 3 mois, je lui enverrai 1 million pour commencer à rembourser. » Mais la nuit suivante, tout bascula. Vers 2 heures du matin, il se réveilla en sueur, le ventre tordu par une douleur fulgurante. Diarrhée, vomissements, fièvre. Il tituba jusqu'aux toilettes communes de l'hôtel, passa des heures pliées en deux. Au matin, il alla à une pharmacie, 35 000 francs de médicaments. Ça ne passa pas. Il dut aller à l'hôpital La Quintini. Analyse, perfusion, 3 jours d'hospitalisation. Facture, 280 000 francs. Les médecins parlèrent de gastro-entérite sévère, mais Paulin sentait autre chose. Une lourdeur dans la poitrine, comme si quelque chose l'écrasait de l'intérieur. Il reprit le travail. La moto roulait bien. Mais le 3e jour, un camion le percuta de côté à un carrefour. Pas mortel, mais la roue, avant tordue, le cadre fissuré. Réparation, 450 000 francs. Il paya, rageur. Malchance, juste de la malchance. Il repartit. Une semaine plus tard, un client le vola. Il prétendit payer par mobile monnaie, puis disparut avec la course non payée et le téléphone que Paulin avait laissé sur le guidon. 25 000 francs de perte, plus 40 000 pour un nouveau téléphone bas de gamme. Il changea de stratégie. Le taxi, c'est trop risqué. Il loua un petit local à Newbell pour ouvrir une boutique de recharge et de cartes SIM, loyer 80 000 par mois, stock initial 600 000 francs, crédit, Orange, MTN, Nextel. Il installa des étagères, un comptoir, un ventilateur. Les premiers jours furent corrects, 30 000 à 40 000 francs de bénéfices quotidiens. Il se disait « Ça y est,
Je tiens le bon bout. Puis, la nuit du 18 février, le local fut cambriolé. La porte forcée, les étagères vidées, le stock emporté. Perte totale, 620 000 francs, plus 100 000 pour réparer la porte et remplacer le minimum. La police vint, prit sa déposition, promit d'enquêter. Personne ne crut à une enquête sérieuse. Paulin commença à paniquer. Il compta ce qui restait, à peine 1,9 million. Il tenta un autre investissement, acheter des téléphones d'occasion en gros pour les revendre. 800 000 francs de marchandises. Il les stocka chez un ami. 2 jours plus tard, l'ami disparut avec tout. Il est parti au village, on m'a dit. Paulin hurla, pleura, frappa les murs. Plus de 800 000 envolés. Paulin mit près de 2 mois pour revenir à Yaoundé. Il voyagea comme un fantôme. Des camions de marchandises qui l'emmenaient aux quelques kilomètres, des motos clando qui acceptaient une pièce ou deux, des nuits passées recroquevillées sous les hangars des gares routières. La toux le déchirait à chaque inspiration. Il crachait du sang dans des chiffons qu'il enterrait ensuite. Il avait perdu presque 30 kilos. Ses joues étaient creusées, ses yeux enfoncés, ses cheveux devenus gris et clairsemés. À 39 ans, il ressemblait à un vieillard brisé par la vie. Les gens qui le croisaient détournèrent le regard ou murmuraient « C'est le homme qui a volé la tontine de Ncolbisson. Il est fini. Maudit. » Quand il frappa enfin à la porte de la petite maison, c'était un soir lourd de juin. Christine ouvrit. Elle resta immobile plusieurs secondes, la main sur la poignée. Puis elle murmura « Paulin ?» Elle le laissa entrer, pas par tendresse, mais parce qu'il était encore le père de ses enfants. Les garçons, maintenant adolescents, le regardèrent depuis le coin de la pièce sans bouger. L'aîné dit simplement « C'est lui ?» Christine hocha la tête. Pauline s'assit sur le tabouret en bois, le corps tremblant. Il pleura sans bruit, les épaules secouées. « J'ai tout perdu, tout. L'argent est parti comme de la fumée. Accident, vol, maladie. Je n'ai plus rien. Je suis mourant. S'il te plaît, Christine, appelle-les. Je veux demander pardon aux 15. » Christine envoya un message sur le groupe de la tontine. « Il est là, venez. » 1 heure plus tard, les 15 femmes entrèrent sans un mot de salutation. Elles formèrent un cercle autour de lui. Maman Suzanne s'avança, sa canne claquant sur le sol comme un verdict. « Regarde-toi, Paulin. Regarde ce que tu es devenu. Tu avais pris 3 800 000 francs pour sauver ta famille. Où est cet argent aujourd'hui ? » « Disparu, balbutia-t-il. J'ai tout essayé. Moto, commerce, recharge. Tout s'est écroulé. La malédiction. Je la sens. Je regrette. Chaque jour, chaque respiration. » Delphine parla, la voix cassée par la douleur. « Ma mère est morte sans opération. Elle a souffert jusqu'au dernier souffle, à cause de toi. » Evelyne, les larmes aux yeux. « Mes jumelles n'ont jamais repris l'école. Elles sont bonnes à tout faire à 18 ans, à cause de toi. » Joséphine, les poings fermés. « Mon champ est parti. Ma famille mange 1 fois par jour, à cause de toi. » Chaque femme raconta sa blessure, son rêve brisé, sa vie amputée. Pauline écoutait, tête baissée, les larmes tombant sur le sol en terre battue. « Pardonnez-moi, je vous en supplie, levez la malédiction. Je vais me livrer à la police, je paierai en prison. Mais sauvez ce qu'il reste de moi. » Maman Suzanne secoua lentement la tête. « Nous ne pouvons pas. 15 voix ont parlé. 15 mères ont jeté les mots dans le feu. La pierre est brûlée. Ce qui est scellé reste scellé. Même si nous le voulions toutes, nous ne pourrions pas l'effacer. Tu finiras dans la misère, et ton esprit ne trouvera jamais le repos. » Paulin s'effondra à genoux. « Mes garçons, ils n'ont rien fait. »« Ils porteront la honte de leur père, » répondit Christine sans émotion. « Comme nous portons la honte d'avoir été trahis par celui en qui nous avions confiance. » Le lendemain, il se livra au commissariat central. Il raconta tout. Le vol, la fuite, la disparition de l'argent. Condamné à 7 ans de prison. En cellule, la malédiction ne s'arrêta pas. Les autres détenus le fuyaient ou le battaient quand ils apprenèrent son histoire. La tuberculose s'aggrava. Puis vint le diagnostic final. Cancer du poumon à un stade avancé. Les médecins furent clairs. Quelques semaines au mieux. En permission médicale de 3 jours, il revint une dernière fois à la maison. Les garçons refusèrent de lui parler.
Ce n'est plus notre père, dirent-ils. Christine le laissa s'asseoir dans un coin, relié à une bonbonne d'oxygène louée. Le dernier soir, les 15 femmes arrivèrent. Elles ne vinrent pas pour pardonner. Elles vinrent pour voir. Elles le regardèrent, squelettique, respirant avec difficulté, les yeux vides. « Tu regrettes » demanda maman Suzanne. « Chaque seconde. J'ai détruit ma vie, j'ai détruit mes enfants, j'ai causé la mort de ta mère, Delphine, j'ai volé des rêves pour rien, pour de l'argent qui m'a brûlé les mains. C'est la leçon, dit maman Suzanne. L'argent volé à une tontine ne sauve jamais. Il détruit, il empoisonne jusqu'à la fin. Paulin murmura dans un souffle. Après ma mort, laissez mon esprit reposer. Ne le condamnez pas pour toujours. Les femmes échangèrent un regard. Puis maman Suzanne répondit calmement. Non, la malédiction est éternelle. Ton esprit restera près des tontines, comme un signe, pour que plus jamais personne ne touche à l'argent sacré des femmes. Paulin mourut 3 semaines plus tard dans la prison de Kondengui. Seul. Personne ne réclama le corps. Christine et les garçons assistèrent à l'enterrement rapide dans une fosse commune, par devoir plus que par amour. Mais l'histoire ne s'arrêta pas. Depuis, les soirs de réunion sous le manguier, certaines femmes disent voir une ombre maigre au bord du terrain vague. Une silhouette agenouillée, les mains tendues, pleurant sans bruit. Elle apparaît quand la tontine commence, regarde les femmes compter les billets, puis s'efface dans l'obscurité quand on s'approche. On entend parfois un murmure « Pardonnez, pardonnez-moi ». Aujourd'hui encore, dans tout Nkolbisson, quand une nouvelle tontine se forme, les aînés racontent l'histoire de Paulin. Elles disent à leur mari, à leur fils, à leurs frères « Ne touche jamais à l'argent de la tontine. Regarde ce qui est arrivé à Paulin. Il a tout perdu en quelques mois, il est mort dans la souffrance, et son esprit pleure encore, sans trouver la paix. » Et les hommes baissent la tête, parce qu'ils savent, quand 15 femmes unissent leurs voix pour maudire, c'est pour l'éternité. La tontine reste sacrée. Un pacte de survie, un serment entre mères. Toucher à cet argent, c'est toucher à quelque chose que même Dieu laisse aux femmes juger. Ne le faites jamais. Voilà, c'était l'histoire complète. Si elle vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour ne rien manquer et de partager la vidéo avec vos amis. Votre soutien nous aide à créer encore plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure.